je pense, je pense qu'aujourd'hui, il y en a dans la salle qui ont leur anniversaire. Est-ce que c'est possible? Est-ce que quelqu'un a son anniversaire? Levez le doigt. On a envie de vous fêter. Ah ben voilà. En tout cas, j'ai entendu parler d'un nouveau-né. Pour les nouveau-nés, on peut même fêter les mois. Donc je voudrais d'abord fêter les 6 mois de l'ASBL Rive Espérance. Donc ça s'est fait il y a 6 mois. Rive Espérance est constituée d'une association de fête en association ASBL pour pouvoir poursuivre cette mission de manière plus active, de manière aussi plus pérenne. Alors, nous avons ici également un bambin avec nous. Nous fêtons les 2 ans de la Une RCF, la radio Une RCF qui voilà, a commencé en pleine pandémie, mais qui maintenant est là parmi nous, qui est partenaire. Et je signale que Étienne de Calataille a fait un très chouette interview que vous pouvez aller revoir sur le site de Une RCF. Voilà. Alors, après les bambins, il y a les déjà un petit peu plus grands. Il y a 5 ans pour la revue Rivage, qui est également parmi nous. Je pense que dans votre carnet, vous avez une revue. Après les tout jeunes, il y a les 10 ans. Ben, les 10 ans de Rive Espérance, qui, c'est vrai, en 2011, toute une série de personnes ici présentes se sont mis ensemble pour commencer cette aventure et pour proposer, stimuler cette réflexion et le fait de parler d'une culture commune, chose que j'ai entendue avec Elena Lassida. Alors, après les jeunes, passons aux adultes. Nous avons les 25 ans du Centre Avec et de la revue du Centre Avec en question que vous avez également dans votre carnet, dans votre sachet de participants. Après les adultes, il y a également les plus vénérables. Nous avons parmi nous également Catobel et la revue Dimanche. Alors la revue Dimanche, elle a 75 ans et vous retrouvez dans le numéro de la semaine passée une interview de Gaudier-Chapelle. Si vous n'étiez pas là hier, allez sur le stand de Dimanche et vous pouvez redemander ce numéro-là, parce que comme ça vous verrez ce qu'il a écrit et vous verrez un petit peu ce qu'il a à dire. Et puis 90 ans, la dame vénérable parmi nous, pour Catobel. Voilà, bon anniversaire à tout le monde. Merci. Merci beaucoup. Alors on espère que vous avez pu profiter de la pause et, comme on l'a dit, réfléchir à ce que vous avez entendu, faire des nouvelles connaissances et surtout vous renseigner avec tous les stands qui sont présents ici dans le hall de l'Aula Magna. Et on reprend évidemment sans plus tarder avec un invité prestigieux qui est Rick Torfs, qu'Alix va nous présenter. Rick Torfs, donc ancien recteur de la KU Leuven, ancien sénateur CDNV. C'est un BV habitant au BOE, je m'explique, Beken de Vlaming, habitant dans le Brabant wallon, pas très loin d'ici. Il est également auteur de plusieurs livres, dont le récent De Kerk is fantastisch. Il va nous en expliquer plus. Rick, à vous la parole. Merci, merci. Voilà, c'est un grand plaisir d'être ici avec vous. Si vous croyez à un moment donné que je suis cynique, ce n'est pas le cas. Je suis simplement canoniste et ça signifie que voilà, je connais un peu la vie et les avatars de l'Église que j'aime malgré tout. Et avec beaucoup de passion, mais que j'exprime souvent très mal. Mais je suis très passionné de l'Église. Je voudrais vous parler en 4 petits chapitres. C'est très important de le dire déjà maintenant, car alors vous pouvez aspirer à la fin, qui est toujours mon meilleur moment. C'est très curieux, mais tout le monde est toujours très content lorsque j'arrête de parler. Alors, je commence par la première chose. Donc, le sujet, c'est toujours la transition. Hein? Donc, j'essaie de saisir le sujet. Et une première chose, c'est justement le danger du statu quo. Et je parle maintenant de l'Église comme institution. Hier, j'étais encore à Rome. Et après, j'ai pris l'avion. Mais bon. Hier, j'étais encore à Rome.
Et j'étais en train de discuter avec des cardinaux pour un documentaire que je fais pour la VRT, pour la télévision française aussi, sur le Vatican, donc avec des discussions, des débats avec des cardinaux et d'autres personnes d'une certaine importance apparente. Et j'étais en train de parler au cardinal Tagle, qui est un homme très bien des Philippines, un homme cultivé, même brillant, tout de même pour un cardinal. Et pendant ces discussions, il y a toujours des éléments qui faisaient surface et qui concernent un peu une certaine attitude de l'Église. Tout d'abord, c'était une conversation extrêmement agréable avec un homme très ouvert, ça je veux le dire, mais maintenant quelques détails qui me frappent toujours en ce qui concerne de tels débats. Il disait tout d'abord, lorsque je signalais certains problèmes au sein de l'Église, il disait « il faut écouter ». L'écoute. Il faut écouter pendant longtemps, pendant très longtemps. Il ne faut jamais cesser l'écoute. Et c'est vrai, mais pendant qu'on écoute, on peut continuer à écouter sans ne rien faire. Ça peut être un modèle de statu quo. On peut vous dire « je vous écoute », et puis vous parlez, et l'autre écoute, et finalement rien ne se passe. Donc l'écoute, c'est un mot magnifique, même partiellement magique, mais peut aussi être, dans certaines circonstances, un mot relativement, disons, défensif. Une autre idée, lorsque je parle par exemple de sujets comme, enfin des sujets très vieux, le statut des laïcs au sein de l'Église, les dossiers du célibat obligatoire, etc., alors il a répondu à maintes reprises, il faut réfléchir. Et là aussi, il faut dire que c'est positif. Je ne suis pas du tout contre la réflexion. Pas tout à fait pour non plus, peut-être, comme professeur, il faut oser être un peu superficiel, mais en principe, c'est bien de réfléchir. Seulement, ça mène à quoi? La réflexion sans fin. Car si on regarde les problèmes de l'Église actuelle, ce sont toujours les problèmes qui existaient déjà lorsque j'étais jeune canoniste. Les mêmes dossiers, les mêmes questions auxquelles il faut réfléchir. Alors je me disais, bon, l'écoute, la réflexion, ce sont des mots d'ouverture, des mots magnifiques, mais en même temps des mots qui sont aussi des mots qui aident à garder le statu quo. Il y a un troisième mot qui est aussi très, très, très sympathique. Il faut garder la communion avec tout le monde. C'est vrai. Qui d'entre vous est radicalement contre la communion? Il faut déjà être acharné, un peu mesquin pour prendre ce chemin-là. Mais seulement la communion, qu'est-ce que ça signifie? Ça pourrait signifier, entre autres, qu'au sein d'une Église universelle, comme l'Église catholique, il faut attendre jusqu'à ce que la dernière région, la dernière tendance, la dernière personne ne soit d'accord avec un certain changement. La communion, c'est un peu, enfin j'ai dit ça au cardinal Tagle, on peut comparer votre idée de communion, on peut comparer l'Église à une autre institution terrible, la Belgique. Là, on a absolument le même problème. Donc, on est un pays partiellement régionalisé, il y a toujours des compétences fédérales qui existent, en même temps, il faut que toutes les régions soient d'accord, et ça aussi mène au statu quo. Et ça explique partiellement pourquoi la Belgique est un pays quand même moins dynamique que certains de nos voisins, comme l'Allemagne ou les Pays-Bas, où justement, cette communion totale et un peu insaisissable n'est guère nécessaire. Donc ça, c'était, et c'est mon premier point, le statu quo n'est pas toujours un succès. Et en plus, ce qui est pire, ce n'est pas toujours un statu quo. Car si rien ne change, tout change. Et en ne changeant rien, le monde prend ses propres initiatives et change quant à lui. Et là, c'est quand même une idée très importante et
idée qui a été aussi formulée par le cardinal Henri de Lubac. J'essaie de montrer ma culture religieuse. Donc, Henri de Lubac, à un moment donné, a écrit « Ce n'est pas en ne rien changeant qu'on maintient la tradition ». Et je crois que c'est très juste. La tradition, quant à elle, est vivante. C'est ça ce qui est traditionnel, le fait que le monde évolue et que certaines belles idées sont conservées, mais dans un autre contexte, dans un contexte tout neuf. Et ça, c'est mon premier point, un point que j'ai souvent rencontré au sein de l'Église, l'idée de l'écoute, le dialogue, la communion, la réflexion comme notion, comme stratégie défensive. Mais bon, c'est comme ça. Et on vit avec. Maintenant, mon deuxième point, et c'est aussi quelque chose qui me frappe au sein de l'Église comme observateur, c'est qu'il y a parfois quand même une évolution, et ça vaut aussi pour le monde en général, je crois, une évolution dans le refus. On refuse les choses d'une autre façon qu'il y a quelques années. Et je vais citer un exemple très clair. Moi, lorsque j'étais jeune, j'étais dynamique et j'avais des idées farfelues comme aujourd'hui, mais là, j'avais encore plus de, disons, plus de courage de les formuler. Et donc, j'ai écrit une thèse de licence, comme ça s'appelait à l'époque de droit canonique, en 1981, sur l'ordination au sacerdoce des femmes. C'était très intéressant, car les théologiens de l'époque disaient, et aussi d'autres personnes, et c'est une phrase très importante, ils disaient « Vous avez peut-être raison, mais ce n'est pas le bon moment. » C'est vrai, mais pas maintenant. J'ai toujours gardé ça dans ma tête d'une certaine façon, ce n'est pas le bon moment. Mais bon, après, c'était en 81, il y a longtemps, mais en 94, déjà beaucoup plus tard, le pape Jean-Paul II a écrit sa lettre Ordinatio Sacerdotalis dans laquelle il disait que l'ordination sacerdotale des femmes allait à l'encontre de la constitution divine de l'Église et que, de ce fait, la discussion était fermée. C'est ce qu'il a dit. Bien entendu, il référait brièvement à un autre document de 76, ça n'a pas tellement d'importance, Inter Insignores, qui contenait des arguments contre l'ordination sacerdotale des femmes, dont par exemple le fait que Jésus était un homme, voilà, et que les apôtres, eux aussi, étaient des hommes, etc. Il y avait des arguments comme ça, dont par exemple, jamais il y a eu des ordinations sacerdotales de femmes, donc il ne peut jamais y en avoir. Ce sont des idées comme des autres, pourquoi pas. Mais ceci étant dit, pourquoi le pape formulait-il cette idée de constitution divine? Tout d'abord, car l'Église d'Angleterre était en train d'avoir des femmes au sacerdoce, et ça, justement, justifiait une réaction relativement dure. Donc, mais à cette époque-là, et c'est ça ce qui me frappe, en 1994, les évêques, les cardinaux, les théologiens qui avaient encore des perspectives pour leur carrière, et d'autres disaient toujours, oui, finalement, le pape a raison. Il a bien étudié le dossier, il a bien écouté, il a bien réfléchi, et finalement, il a pris une décision sage. Car les papes en fonction prennent toujours des décisions sages. C'est seulement après leur mort que cette sagesse s'évapore lentement. Mais ce que je trouve intéressant, donc la discussion était vraiment fermée à cette époque-là, ça c'est sûr, mais aujourd'hui, c'est tout à fait différent. Il y a une petite différence, une différence dans le refus. Lorsqu'aujourd'hui, on parle à un évêque ou à un cardinal même, il va vous dire, oui, la femme ne va pas être ordonnée prêtre pendant ma vie, dans les années qui suivent directement. Et c'est sans doute pas une bonne idée, car tout le monde n'est pas encore à ce niveau-là, la communion.
Mais Dieu n'est plus tellement impliqué. Le droit divin, la constitution divine, tout cela devient beaucoup moins clair. Donc même aujourd'hui, il y a des cardinaux qui disent « oui, mais peut-être, ça changera peut-être un jour ». J'ai dit au cardinal Tagle hier, mais si vous croyez ça, vous êtes un hérétique, selon la définition du pape Jean-Paul II. Oui, mais il est mort, mais il était gentil. Enfin, donc, on a quand même une toute autre discussion concernant des choses qui apparemment ne bougent plus. Si les choses bougent lentement, et même dans le refus, se trouve déjà la réponse du futur, une réponse qui sera tout à fait différente. Donc, si on vous dit non dans la vie en général, enfin en général c'est beaucoup dire, si on vous dit non, on vous dit peut-être oui, mais de façon un peu hésitante. Et ça, je trouve une très belle chose en général. Ça, c'est mon deuxième point. Et maintenant, j'ai aussi un point un peu sceptique, c'est mon troisième, en ce qui concerne le changement. Et là, je vais peut-être citer l'exemple d'un écrivain suisse que j'aime beaucoup, mort lui aussi, Max Frisch, qui était l'auteur de multiples romans, mais aussi d'un journal magnifique qu'il a écrit entre 1946 et 1949, donc tout de suite après la Deuxième Guerre mondiale, où il a vraiment traversé l'Europe en ruine. Il était à Berlin, à Prague, la pauvreté qu'il a même rencontrée à Portofino. Maintenant, il y a beaucoup de luxe là-bas. Et à un moment donné, il est en Suisse, à Zurich, sa ville natale, et là, il rencontre dans un tram un autre écrivain. Et l'autre écrivain, un homme de 50 ans, déjà c'est un signe de bêtise, moi j'en ai plus, mais il disait, oui, maintenant j'ai écrit le roman de ma vie. C'est magnifique ce que je viens d'écrire cette fois-ci. Je soutiens tout à fait mon propre roman. Et entre-temps, je m'excuse pour ce que j'ai fait par le passé. Tout ce que j'ai écrit avant, c'est stupide. Ça n'a aucune valeur artistique. C'est honteux. Et c'est moi qui l'ai fait. C'est scandaleux. Je m'excuse, mais maintenant, j'y suis. Et Max Frisch ne dit pas grand-chose, car il pensait, eh bien, j'aimais assez bien ce qu'il a écrit avant. Je trouvais ça bien fait. Mais je n'ose plus dire, parce que lui, il renie tout ce qu'il a fait. Donc, oui, qui suis-je pour le contredire? Et alors, Frisch formule une phrase que j'ai toujours retenue. Qui dit que par le passé, on avait tort et que maintenant, nous avons raison? Nous le croyons toujours. Mais c'est peut-être pas toujours vrai. Peut-être on avait raison jadis et on a tort maintenant. Ce qui est possible aussi, et ce qui est pire, on avait tort il y a quelques années et tort aujourd'hui. Tout est possible. Et le fait d'être en mesure d'évaluer là où on se situe demeure toujours important. Même si l'on croit qu'on progresse, le contraire est toujours possible. J'aime assez bien cette contradiction. Et je ne dis pas que c'est toujours comme ça, mais il faut toujours rester attentif à tout cela. Et ça, c'est typique aussi pour l'Église. Maintenant, donc, par exemple, lorsqu'il s'agit d'abus sexuels, le cardinal Tagle me disait, j'ai été ordonné prêtre en 82, à cette époque-là, personne ne faisait rien. Maintenant, on fait mieux. C'est vrai pour l'abus sexuel au sein de l'Église. Mais c'est quand même surtout le stimulus de l'extérieur qui a provoqué le changement. Ça, tout d'abord. Et il y a encore des choses qu'on ne voit pas assez. Le fait que la concentration de pouvoir au sein de l'Église et l'absence de tribunaux indépendants reste une faiblesse. Ce n'est pas normal que le pape soit le premier législateur, le premier au niveau de l'administratif et aussi le premier juge. C'est plus de notre époque et ce n'est pas nécessaire pour sauvegarder la vérité. Et là, je crois qu'il ne faut pas toujours penser qu'on progresse énormément. Parfois, c'est peut-être le déclin intellectuel, et parfois, je peux partager cette idée, on peut jouir de son déclin, hein, pourquoi pas. Mais ça, c'est mon troisième point qui reste important aussi. Alors, j'ai un quatrième point en ce qui concerne le progrès
et tout ce qui va mieux ou qui pourrait aller mieux. Et c'est le fait que aucun progrès n'est durable sans horizon imparfait. Et si on aime vraiment l'homme, on aime aussi son imperfection. Si on ne tient pas compte de cette imperfection, le progrès ne sera jamais durable. Et dans ce sens-là, je suis toujours frappé par ce que les non-catholiques disent aux catholiques concernant le bon samaritain. Ils disent souvent, oui, mais les catholiques ne sont pas des inconditionnels de l'amour. Ils ne donnent pas tout. Ils restent réservés. Leur vertu demeure limitée. C'est ce que les gens disent. Contrairement au bon samaritain qui, lui, allait à l'ultime. Mais c'est peut-être pas vrai. Ce que j'apprécie personnellement chez le bon samaritain, c'est le fait que, tout d'abord, qu'il était bon. C'est pas mal. Donc, il trouvait quelqu'un qui était blessé à côté de la route. D'autres étaient passés et s'en allaient. Lui, il a pris soin de la victime. Ça, c'est sûr. Ensuite, il a porté vers une auberge où quelqu'un le soignait, après avoir donné lui-même les premiers soins. Mais puis, il le portait à l'auberge. Et là, il disait, voilà, soignez-le, je vous paye, et je vous payerai au moment de mon retour tout ce qui est encore à payer. Mais entre-temps, et ça j'aime beaucoup, il allait de Jérusalem à Jéricho, mais il poursuivait son chemin. Il n'a pas dit, ceci c'est tellement dramatique que je m'arrête à jamais. Donc, et ça je trouve magnifique, il prend ses responsabilités tout en ne se sacrifiant pas complètement lui-même. Cela c'est pour Jésus, mais pas pour l'homme. L'homme peut aller loin dans la solidarité. Il peut être très solidaire, très actif dans ce qu'il fait, mais il demeure toujours limité. Et reconnaître les limites, c'est important pour ne pas perdre le courage, pour rester motivé. Et là, le Samaritain peut être un bon exemple. Il n'était pas catholique, mais il aurait pu l'être. Il n'est pas parfait. C'est un très bon catholique, disons. Il aide beaucoup, mais il poursuit son chemin. Et là, je crois, pour en terminer, pour l'Église, je reste toujours très optimiste. J'ai écrit un livre, comme l'a été dit, avec le titre « L'Église est fantastique ». Est-ce un titre cynique? Bien sûr que non, je ne suis pas cynique. C'est un titre qui correspond à la réalité. L'Église n'est pas toujours très bonne, mais elle est fantastique, car elle ouvre pas mal de possibilités. L'hospitalité, par exemple, aussi aux non-croyants qui nous aident à croire, comme l'a aussi affirmé d'ailleurs le cardinal Tallier, qui en plus a dit que pendant sa vie, il a quand même eu des doutes. Je trouve ça magnifique. Ça, c'est le luxe d'un catholique. Il a le luxe de pouvoir douter, mais aussi le luxe de trouver des places de refuge dans l'Église comme bâtiment, l'Église vide parfois. Le luxe de l'asile peut-être, physique, l'asile psychique, tout cela, un grand luxe. Et peut-être aussi, d'abord il y a l'hospitalité, mais puis aussi l'espérance. L'espérance qui déborde la vie sur cette terre. Saint Paul disait déjà, la résurrection, c'est la pierre angulaire de notre foi. Et ce que je constate, et ce que je trouve très beau, que beaucoup de penseurs de grande importance, de Jürgen Habermas à Luc Ferry, voudraient peut-être tellement croire sans y parvenir. C'est magnifique quand même. Et lorsqu'on peut croire sans faire d'efforts énormes, c'est gentil quand même. On a une très belle vie, donc je ne me plains pas. Et je vous conseille, entre parenthèses, de devenir canoniste. On a besoin de ces gens-là. Un tout grand merci.
Un tout grand merci, Rick, pour votre intervention très édifiante. Nous allons de nouveau vous demander de réagir, mais cette fois-ci, nous vous demandons de réagir et de nous dire quels sentiments vous traversent à l'issue de cette conférence. On ne veut pas que vous nous disiez ce qui a été dit, parce qu'on l'a tous entendu, mais on aimerait bien savoir ce qui vous habite après avoir entendu l'intervention de Rick. Humour, oui. Oui, alors moi, je vais aussi répondre à la question « Quels sentiments me traversent à l'issue de cette conférence ?» C'est un message d'espoir. Moi, je retiens il y a une phrase qui m'a marquée, c'est qu'aucun progrès n'est vivable sans oraison imparfait. Donc l'imperfection est permise finalement et que l'important c'est d'agir et l'important c'est d'essayer finalement. Alors ici, on voit joie, espérance, espoir. Encore 3 secondes et puis on va bloquer le nuage de mots. Voilà. Légèreté, courage, ressourçant, optimisme. Très fort ça, optimisme, important. Moi, je note aussi empathie envers l'Église, qu'on peut voir. Je trouve ça intéressant. Il y a quand même pas mal de cynisme aussi et caustique qui représente bien, je pense, votre intervention, mais tout en justesse. Beaucoup de sentiments positifs aussi. C'est une bonne chose. On va à présent accueillir notre dernière intervenante. On va appeler Adélaïde Charlier, que Rodolphe va vous présenter. Alors Adélaïde, il faut a priori même plus la présenter parce que je pense que tout le monde la connaît, mais c'était aussi le cas pour les précédents intervenants. Apparemment, mais je n'ai pas eu l'occasion de vérifier, mais il y a une double page dans la Libre Belgique de ce matin avec une interview d'Adélaïde. Donc pour ceux qui ne seraient pas assez satisfaits par cette conférence, eh bien, achetez la Libre Belgique juste après pour avoir d'autres informations. Adélaïde, j'essaie d'avoir son âge, mais je ne le sais même pas. Elle est très inspirée par Greta Thunberg. Elle est très occupée dans sa vie au quotidien. Quand vous lui envoyez un mail, vous avez une réponse automatique qui dit « Merci pour votre mail, ça me fait vraiment plaisir, mais j'espère avoir l'occasion d'y répondre un de ces jours ou pas. » Mais elle nous a toujours répondu, heureusement. On est très heureux qu'elle soit là. Sa grande inspiration, on peut s'en douter, c'est Greta Thunberg, que tout le monde connaît pour les grèves pour le climat. Et Adélaïde est donc une des premières figures de ces marches pour le climat en Belgique, marches qui ont mobilisé des centaines de milliers, des milliers d'étudiants chaque semaine avant le confinement, et donc marches qui reprennent demain, mais ça Adélaïde va probablement nous en parler. Adélaïde qui est originaire de Namur, qui a étudié à Herpan, très bonne école, mais je n'y étais pas, qui étudie maintenant à la VUB, si je ne me trompe pas, et qui a passé quelques années au Vietnam. Ce sont ces années-là qui l'ont vraiment marqué dans son engagement pour le climat. Je vous propose de l'applaudir bien fort, Adélaïde. Tu peux nous rejoindre. Bonjour à tous, merci beaucoup pour l'accueil. Alors, ce n'est pas nécessairement un cadeau de passer dernière, surtout après des professeurs d'université ou même un recteur. Moi, je suis étudiante, mais je vais essayer de me mettre à la hauteur. Je vais utiliser mon texte parce que c'est un peu comme un examen pour moi, même si même devant un examen, on est face à soit 20 étudiants ou un professeur et aujourd'hui plutôt 450 personnes. Mais je vais quand même le faire. J'aimerais bien me questionner premièrement sur le titre de ce forum aujourd'hui, « Choisir la transition ». Je me demandais si tout le monde mettrait le mot « choisir » devant « transition ». Donc j'aimerais commencer, avant de vous donner ma réponse, par vous demander, à travers peut-être le WooClap, de me dire quel mot vous mettriez devant le mot « transition ». Peut-être pour vous aider, je peux vous partager quelques idées. Le mot « choisir »,« prendre »,« subir »,« imposer »,« accompagner »,« soutenir »,« proposer »,« recevoir »,« engager » ou d'autres.
je vois oser qui ressort plus que les autres. Ah, trop chouette. Top. Ouais. Non, c'était cool le nuage. Merci. Top. Ça remue les fesses. Top. On a compris. Mais je vois qu'il y a le mot « oser » qui ressort. Ça serait cool de pouvoir en parler après. Mais peut-être que du coup, le nom de ce forum aurait pu être « Oser la transition ». Je vais vous partager ma réponse. Personnellement, devant ce nom, devant le nom choisi pour ce forum, « Choisir la transition », je me suis dit, c'est quand même bizarre parce que moi, je n'ai pas du tout l'impression d'avoir choisi la transition. J'ai plutôt l'impression d'être tombée dedans. Alors, petit flashback, en janvier 2019, je rencontre Anuna de Wever qui voulait lancer des grèves scolaires et qui cherchait un équivalent pour la Wallonie. On a échangé quelques heures et puis l'idée d'organiser 20 jeudis de suite des grèves scolaires avant la triple élection en mai 2019 me paraissait comme une évidence. J'avais fait la marche du 2 décembre 2018, peut-être que vous y étiez aussi, et on était presque 80 000 citoyens à réclamer plus d'ambition à nos politiciens. Or, 2 jours plus tard, la Belgique s'abstient d'un vote au niveau européen sur ses ambitions climatiques. C'est la claque monumentale pour tous les marcheurs, et y compris pour moi. À ce moment-là, je découvre sur Internet Greta Thunberg et j'entends ses discours sans concession qu'elle adresse aux dirigeants politiques et économiques à Katowice. Je suis scotchée. Quelle audace! J'avais 17 ans et jusque-là, j'avais un peu d'informations sur le climat. J'avais vu des tornades ou des morceaux de plage érodés par la mer au Vietnam où je vivais. C'était impressionnant de voir que ces événements météo extrêmes peuvent créer de tels dégâts. Mais moi, je croyais que les adultes y s'occupaient de tout ça. Je croyais qu'on prenait ça sérieusement. Et en décembre 2018, je découvre que non. Je découvre que nous, les jeunes, on peut se lever. On peut le faire et on le fait déjà. Greta le fait déjà. On a la légitimité pour cela, car les décisions d'aujourd'hui, elles nous impacteront. L'inaction, c'est notre génération qui subira les conséquences. Donc je suis tombée dans les rues, par hasard. Et puis, je ne me suis plus jamais arrêtée. Comme la force d'un cyclone qui prend de l'ampleur en avançant et qui ne s'arrête pas. Et du coup, si je réfléchis, je ne dirais pas que j'ai choisi la transition. Je dirais que j'ai basculé dans la transition, emmenée ou emportée par des jeunes que je voyais prendre le chemin. Une fois dans la rue, c'était comme le flot d'une rivière. J'avançais et d'autres pensées ou d'autres comportements s'imposaient à moi. Par exemple, j'étais une grande carnivore. Mon plat préféré, c'était le hamburger de bœuf. Et mon endroit préféré, comme peut-être beaucoup d'autres jeunes, c'était le McDo. Mais à partir de 2019, je me suis beaucoup renseignée et j'ai découvert l'horreur derrière des élevages intensifs, la destruction des cultures de masse. Et je suis devenue végétarienne en quelques mois. Et ça me paraissait tellement facile parce que c'était tellement plus logique avec ce que j'avais compris du monde. Aujourd'hui, quand je suis avec des amis et qui vont au Quick, je leur laisse évidemment ce choix-là. Mais je les attends dehors parce que pour moi, ce n'est plus possible de rentrer dans un fast-food comme celui-là. En autre basculement, avant les marches, j'avais des rêves qui ont complètement disparu. Je m'imaginais vivre à New York et y travailler. J'avais même imaginé faire des études de pilote d'avion. Pourtant, après les marches, je me suis retrouvée sur un voilier qui a traversé l'Atlantique avec 40 jeunes qui se rendaient à la COP25 pour attirer l'attention sur les problèmes de l'aviation.
En bref, m'informer sur l'état du monde, ça m'a fait un électrochoc. Je n'ai plus jamais regardé les choses de la même manière. C'est ça que j'appelle le basculement. Tout d'un coup, l'avion, le hamburger, le plastique, ça a commencé à me donner la nausée. Parce qu'ils n'étaient plus des images isolées. Elles n'étaient plus associées, comme dans les pubs, à un suprême du bonheur. Soudainement, je voyais dans l'avion le CO2. Je voyais dans mon hamburger l'animal coincé dans des usines. Je voyais le microplastique dans les océans. Je ne veux pas faire d'amalgame, mais je suis bien aussi consciente qu'il existe des agricultures et des élevages qui ne sont pas massifs, et c'est évidemment important de le voir aussi. Ce que je veux dire, c'est que ma vision est devenue plus large. C'est comme si un voile s'était levé, et là, je ne pouvais pas rester sans rien dire ou sans rien faire. Maintenant, est-ce que chacun vit la transition de la même manière ? Je me demande si le mot « transition », ce n'est pas un mot occidental. J'ai vu un film, ces dernières semaines, extraordinaire, le documentaire de Florence, pardon, pas Florence du tout, le documentaire de Flore Vasseur, vous connaissez peut-être, Bigger Than Us. C'est le portrait de 7 jeunes dans le monde qui ont pris des initiatives très jeunes, comme Winnie, qui développe une permaculture dans un camp de réfugiés au Ougandais, comme Melati, qui parvient à faire interdire les sacs plastiques à Bali, comme Xiu, qui dénonce la pollution des pesticides et de gaz de schiste au Colorado. C'est super vivifiant parce qu'on est témoin qu'il existe des jeunes entrepreneurs de solidarité partout dans le monde, et en plus de ça, ça les rend joyeux. Ces jeunes, ils avaient l'air d'être portés par la joie du partage et pour le sens qu'ils ont fait, pour le sens que ça apportait à ce qu'ils faisaient. Ça me fait réfléchir parce que ces jeunes, ils ne parlent pas de transition. Ils disent pas « j'ai choisi la transition ». Ils sont juste portés par un désir de voir les vivants qui les entourent, les plantes, les animaux, les humains, mieux traités, mieux respectés. Ils disent « je fais ça parce que je ne veux pas penser qu'à moi. Je fais ça pour être avec d'autres, pour une terre ou pour un groupe qui est plus grand que moi. Je fais ça pour quelque chose qui me dépasse. » Alors, pour venir chez nous et au thème de la journée, il y a le verbe « choisir ». C'est un beau verbe, c'est la liberté qu'on nous a laissée, c'est la liberté qu'on nous laisserait à choisir la direction qu'on veut prendre. Et on sait à quel point la liberté est importante. On sait que les démocraties, elles se sont battues pour cette liberté. J'ai choisi de vivre, j'ai la chance de vivre dans un pays où je peux dire ce que je veux, où je peux bouger où je veux, en tout cas avant le Covid. Et c'est vrai, la liberté, c'est une valeur de nos démocraties et on doit la protéger. Mais il y a quand même un paradoxe. Est-ce qu'on doit passer à la transition ou est-ce qu'on choisit la transition ? Les Jeunes pour le climat, on nous a parfois reproché de vouloir une dictature verte. Et nous, on répondait, on veut simplement protéger la vie et protéger notre futur. On demande que vous écoutiez les scientifiques et leurs constats. Je pense que pour faire un vrai choix, il faut qu'on nous donne les informations. C'est donc important que les scientifiques sortent de leur laboratoire, que les politiques soient honnêtes en disant « on n'arrivera pas à diminuer le CO2 comme on avait promis en 2015 à l'accord de Paris ». Les artistes, il faut qu'ils nous aident à imaginer le monde de demain, si on choisit ce choix-là, ce choix 2 ou le choix 3, et tous les 1000 choix qui sont en face de nous. À quoi va ressembler le monde ? Les enseignants qui nous transmettent aux jeunes ces informations,
que la société nous éduque au lien à faire entre les choses et entre nous. Les journalistes qui veillent à voir si ce qui est dit est vrai ou mensonger. Alors je crois, on aura tous la possibilité de faire le choix. Et c'est ici que je vais faire le lien avec le deuxième titre d'aujourd'hui, qui est des idées aux actes. On va refaire le petit exercice. J'aimerais vous demander, qu'est-ce que vous mettriez entre le mot idée et acte? Est-ce qu'il faut un mot? Est-ce qu'il n'en faut pas? Comment est-ce qu'on passe des idées aux actes? Je peux peut-être vous donner quelques idées. Soit il n'y a aucune étape entre les deux. Il y a peut-être penser, voir, ressentir, partager, expérimenter, dialoguer, parler, visualiser, réfléchir, voir l'exemple ou montrer l'exemple. Vous nous dites le mot ensemble, s'engager, créer, réaliser, écouter, le désir, être cohérent, créativité. Merci. Créer, expérimenter, encore le mot oser, penser, informer. J'espère qu'on aura le temps de parler des mots que vous avez mis ici. Mais moi, je vais vous partager ma réponse. Je disais que je n'ai pas choisi la transition. Je suis tombée dedans. En fait, c'est comme un choix qui s'est un peu imposé à moi. Parce que j'ai vu le film Demain, parce que j'ai lu sur Internet les lettres des scientifiques qui parlaient du changement, parce que j'ai entendu Nicolas Hulot démissionner, parce que j'ai entendu les journalistes qui nous parlaient de la Belgique qui n'a pas pris ce fameux ambition le 2 décembre après notre grande marche, parce que j'ai entendu grâce à des professeurs à l'école qui m'ont parlé du changement climatique, parce que j'ai vu l'exemple de Greta Thunberg, parce que j'ai rencontré Anuna de Wever. Et c'est tout cela qui m'a projeté dans l'engagement. C'était comme un chemin qui devenait normal, évident. Peut-être c'était un choix, mais en tout cas, je ne l'ai pas réalisé. Au final, je pense qu'il y a urgence à agir. Et c'est d'ailleurs ce que Youth for Climate, le mouvement des jeunes pour le climat, demande aux politiques aujourd'hui. Et cette action, elle passe par agir dans l'éducation à tout le monde, agir pour diffuser plus encore les constats des scientifiques, agir pour donner place aux artistes qui nous imaginent le monde possible, un monde avec trop de CO2, un monde avec moins de gaz à effet de serre. À quoi ça ressemblerait? Agir pour que nos politiques tiennent des discours honnêtes, que même si on n'atteint pas aujourd'hui l'accord de Paris avec nos ambitions, qu'on soit honnête. C'est d'ailleurs ce que nous, les Jeunes pour le climat, nous avons demandé à Ursula von der Leyen ou à Angela Merkel ou à Macron quand nous les avons rencontrés. Soyez honnêtes. Dites aux citoyens qu'avec les ambitions mises sur la table aujourd'hui, vous ne tenez pas votre promesse de l'accord de Paris. Agir pour montrer des choix de vie différents. C'est ce que fait le film Bigger Than Us. S'il y avait autant de pubs pour montrer le bonheur d'être solidaire que le bonheur de conduire une voiture, alors on pourrait avoir un vrai choix devant nous. Merci, j'étais presque à la fin. Alors, ce que je sens comme point commun avec les jeunes du monde entier qui s'engagent aujourd'hui, ce n'est pas une idée qui nous pousse à agir. C'est comme un élan de vie et un élan de lien avec les autres vivants. Et se lever le matin en se disant « mais qu'est-ce que je fais ?» ou en voulant avoir tout lâché. Mais en fait, on le fait parce que ça ira bien au-delà de nous. Ça ira bien au-delà de moi.
ça ira bien au-delà de vous. C'est something bigger than us. Et ça changera votre journée. Et peut-être, ça changera le monde. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup Adélaïde pour ton discours qui nous pousse à agir, ton discours concret, ta prise de conscience. Merci de t'être ouvert à nous par rapport à ça. Je vais t'inviter à t'asseoir sur un de ces fauteuils et je vais rappeler nos 3 autres intervenants à revenir s'asseoir ici afin qu'on ait un moment d'échange. Mais avant ça, je vais appeler Gérard, qui est notre musicien de cet étrange instrument appelé le handpan, qui va nous jouer un morceau pour vous aider à un peu absorber tout ce que vous venez d'entendre durant ces 4 conférences. Asseyez-vous, je vous en prie.
Merci beaucoup Gérard pour ce moment dynamique et où on a tous eu l'occasion de réfléchir sur ce qu'on a entendu ce matin. Alors, on va vous proposer une conclusion réflexive, une conclusion de groupe, une conclusion qui va se faire sur base d'un échange entre nos 4 intervenants, mais on va aussi rajouter une partie externe en appelant des jeunes, des citoyens, des témoins engagés qui vont pouvoir aussi nous témoigner de ce qu'est la transition pour eux. Ça nous semblait important de ne pas se limiter à juste écouter les exposés passionnants de nos 4 intervenants, mais d'avoir aussi un regard un petit peu extérieur pour terminer ensemble cette matinée qui, on l'espère, vous a fait réfléchir, mais va encore vous faire réfléchir pendant ce moment ensemble. Et donc pour commencer, on accueille Antoine et des jeunes qui ont marché pendant cette nuit. Ils vont nous expliquer ce qu'ils ont fait. On peut déjà les applaudir le temps qu'ils arrivent sur la scène. Alors, donc, Antoine, qui es-tu? Bonjour, moi je m'appelle Antoine. Je suis étudiant en 5e secondaire et je suis dans la paroisse de Bloquerie. Et voilà. Alors, Antoine, que veut dire pour toi et donc pour tous les autres la transition et qu'est-ce que vous avez fait la nuit dernière? La nuit dernière, avec 25 autres jeunes, on a fait une marche de nuit. Et au départ de cette marche, on a rencontré une témoin qui nous a expliqué que pour elle, ce qui était important, c'était l'accueil des migrants. Et donc, elle nous a expliqué qu'avec sa famille, ils ont décidé d'accueillir des migrants qui sont mineurs. Et pour ça, d'abord, toute la famille n'était pas d'accord. Et puis, au fur et à mesure du temps, tout le monde a accepté cette idée. Et tout le monde a trouvé ça vraiment une chouette expérience. Elle nous a vraiment expliqué le déroulement et l'histoire de ce migrant qu'elle a accueilli, qui maintenant est arrivé en Angleterre et a retrouvé son frère. Et voilà, c'était vraiment très enrichissant parce qu'on a pu découvrir d'autres problèmes, parce que dans la société, il y a beaucoup de problèmes. Il y a le climat, il y a les migrants, il y a aussi des guerres, il y a la précarité, et tout ça, c'est des problèmes. Et nous, jeunes, on ne sait plus vraiment où donner de la tête, par quel problème commencer et quel problème traiter en priorité, quoi. Merci beaucoup. Et alors, vous avez réfléchi aussi pendant cette nuit sur des questions, des remarques pour nos invités de ce matin. Donc, tu peux les poser au nom de tous les jeunes qui ont marché cette nuit. Oui, voilà. Donc, nous, on s'est rendu compte qu'en tant que jeunes, ce qui nous touchait le plus, c'était quand même le climat, parce que c'est ce qui nous touche le plus personnellement. On ne vit pas dans la précarité, on n'est pas dans un pays en guerre. Donc, pour nous, c'est plus facile de se battre pour le climat. C'est aussi le domaine pour lequel on a le plus d'idées de la façon d'agir, même si c'est toujours insuffisant, on veut toujours faire plus. Et pour nous, c'est aussi, en tout cas nous qui avons réfléchi, c'est le plus urgent. Parce que si on ne règle pas le climat, ça va être compliqué de régler les autres problèmes, je pense. Et donc, notre question principale, c'est est-ce que nos petites actions sont utiles ou pas? Est-ce qu'il faut plus d'actions de la part des politiques? Et comment on peut être plus efficace, que ce soit dans nos petites actions nous-mêmes ou pour demander des actions de la part des politiques? Merci beaucoup Antoine. Alors, je ne sais pas si vous avez tous les 4 entendu les questions et si l'un ou l'une parmi vous souhaite y répondre. Donc, tout ce qui concernait l'enjeu climatique, de l'urgence, est-ce que les petites actions sont suffisantes? Quel est le rôle que doivent prendre les politiques aussi? Pour me lancer, je dirais que, fort heureusement, l'un n'est pas exclusif de l'autre. Mais je suis convaincu que l'action collective est la seule qui permet d'atteindre l'échelle dont nous aurons réellement besoin. C'est ce que je me permettais de dire en disant n'oubliez pas d'éteindre la lumière en sortant et de trier vos déchets, mais ce n'est pas avec ça qu'on y arrivera. Donc je pense que c'est par des actions collectives qu'on aura l'échelle et l'effet de levier qui est nécessaire vu l'ampleur du défi qui est devant nous. Si je peux réagir, je pense que tout est nécessaire et tout est lié aussi. C'est-à-dire que l'action individuelle qu'on va créer une action collective parce que souvent, si on veut tenir sur le long terme, on va le faire avec d'autres. On va le faire avec son groupe d'amis ou ou avec sa famille ou avec un groupe qu'on crée dans notre voisinage. Et on essaye de créer ça à une plus grande échelle possible. Et en même temps, ça envoie un message fort dans le monde politique, mais aussi le monde privé, parce que
comme vous l'avez dit durant votre intervention, tous les jours, on fait aussi un choix avec nos portefeuilles, avec l'argent là où on décide de placer notre argent. Et donc, c'est des choix qui, au final, sont peut-être des changements personnels. Finalement, je vais aller acheter plus local, je vais aller en vrac, je vais prendre un abonnement de bus à la place d'utiliser ma voiture. Et ça paraît des petits changements qui, en fait, renvoient un message super fort dans le monde politique et le monde privé. Et on finit dans leur graphique et on remarque que, du coup, de plus en plus de citoyens prennent des choix différents et donc ils sont obligés de s'adapter à ces choix-là. Donc pour moi, je suis persuadée que, évidemment, c'est des actions individuelles qu'on fait tous ensemble, à travers des actions du coup collectives. On arrivera à réellement faire changer le monde politique et le monde privé, qui, pour moi, changera que si le citoyen décide de prendre une certaine direction et de suivre ce sens-là. Et puis ensuite, le politique sera obligé de suivre. Je crois aussi que, justement, on a besoin de beaucoup d'enthousiasme, de gens qui qui font des choses qui influencent les autres, qui les inspirent. Très important. Il faut être relativement conséquent dans sa vie personnelle aussi, sans exagérer. Il ne faut pas être un saint, sinon on enlève le statut des vrais saints. Donc là, il faut être... mais il y a aussi une troisième chose qui est importante. Il faut avoir aussi pas mal de respect, et c'est une autre action, pour ceux qui ne sont pas d'accord. Et ça m'inquiète parfois dans nos démocraties occidentales, qu'il y a beaucoup de gens qui sont tentés par l'extrémisme, c'est un constat, par le manque de respect qu'ils croient trouver. Et je crois qu'il faut essayer de parler avec tout le monde, pas nécessairement avec tous les partis politiques, mais avec tout individu. Donc, il n'y a aucun individu qui ne doit être exclu. Et même des gens peu sympathiques, assez têtus, ceux-là aussi font partie de notre société. Donc, j'aime bien les gens un peu difficiles qui doivent être de l'autre côté de l'action. Donc, un côté, c'est le côté très actif et plutôt, militant. Un autre côté, c'est de parler aussi à ceux qui ne veulent presque pas parler. Et j'ajouterais peut-être un peu en continuité avec ce que vous venez de dire. Je pense que évidemment, il faut la décision politique et l'action de base et des individus et de la société civile. Mais je pense aussi, et pour moi, ça fait partie des défis de la transition et de la métamorphose à faire. Il faut sortir d'une relation uniquement d'opposition entre société civile et décideurs politiques. Et je pense, et pour moi ça va un peu avec ce que vous dites, comment on respecte la différence d'opinion et comment justement on ne se met pas uniquement en termes de revendication à l'égard des politiques, mais en termes de contributeurs de justement de cette politique nouvelle. Et donc, pour ça, il faut changer et la tête et la base. Et voilà. Mais je pense qu'on est parfois trop enfermé dans une attitude uniquement d'opposition et de confrontation. Oui, si je peux réagir, continuer, désolé. C'est mettre en lumière des initiatives qui sont déjà mises en place aujourd'hui. Il y en a tellement de personnes qui entament déjà cette transition, qui ont le privilège de le faire. Et donc, c'est évidemment de mettre ça en lumière. Donc, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et pour quand même réagir à ce que tu avais dit, que pour la jeunesse, aujourd'hui, c'est difficile de savoir où donner de la tête parce qu'on fait face à peut-être tellement de combats, il y a tellement de choses qu'on aimerait changer dans la société dans laquelle on a un peu atterri. J'ai écrit mon panneau pour dimanche, pour demain, pour la marche, et dessus j'ai écrit il n'y a pas plein de combats, les inégalités, la question du Covid, il y a aussi le climat. Il y a vraiment juste un monde à changer et un système de société profond à changer aujourd'hui. On parlait de respect. Si on commence à respecter les humains autour de nous et les êtres vivants sur une question plus large, donc les animaux et tout ce qui nous entoure, je pense qu'on pourra non seulement résoudre la question de la biodiversité, du climat, mais aussi la question des inégalités, la question des droits de l'homme. Et donc, je pense que c'est une question qui va bien au-delà du dérèglement climatique et d'une question de gaz à effet de serre.
Merci beaucoup. Merci Antoine et les marcheurs. Pardon. Et on accueille directement un témoin suivant, donc Joachim, qui va venir se présenter. Alors, Joachim, bête question, mais qui es-tu? Donc, Joachim Lehn, avant de dire ce que je fais dans la vie, j'ai une formation de philosophie, d'agroécologie, donc ça concerne la transition des systèmes agricoles et alimentaires, et j'ai en ce moment une petite formation en théologie, je ne suis pas encore canoniste. Voilà, depuis assez longtemps, j'étais touché par ces causes sociales et environnementales, et aussi fort impliqué spirituellement dans le chemin chrétien, quoi. Et puis quand est arrivé Laudato Si, je me suis dit, ouf, quand on parle de royaume, de justice et de paix, ça a quand même un lien avec la planète. Et donc voilà, depuis 1 an, je travaille pour le diocèse de Liège en tant que référent à l'écologie intégrale. On peut aussi dire transition sociale et écologique. Et donc voilà, mon travail est de faire connaître Laudato Si et d'encourager la transition. Merci. Alors, que veut dire la transition pour toi et comment est-ce que tu vis ça au quotidien? Oui, alors c'est dans mon travail, mais c'est dans ma vie aussi, c'est mes convictions. On s'appuie beaucoup sur ce qu'est l'écologie intégrale. Je pense qu'il y a 2 approches, au moins, pour qualifier l'écologie intégrale. Une approche par le biais de l'individu, et on en a déjà entendu parler hier soir, même si ce n'était pas thématisé comme tel, c'est qu'on est des êtres de relation à soi, relation aux autres, relation à la nature ou à la création, avec une visée religieuse, quoi, et la relation à Dieu, au Créateur. Et il y a écologie intégrale quand il y a harmonie dans ces relations-là. On peut aussi prendre le prisme collectif pour qualifier l'écologie intégrale en reprenant cette citation assez connue de l'encyclique que toute approche environnementale se transforme toujours en une approche sociale qui intègre la justice dans les discussions sur l'environnement. Et alors, j'aimerais aussi apporter toute autre chose que l'écologie intégrale, qui vient plutôt des théories de la transition, parce qu'on n'en a pas entendu parler, et il n'y a pas de sociologues, ou en tout cas les sociologues n'en ont pas parlé, de cette théorie de la transition. Il y en a beaucoup. J'aimerais en reprendre une, où on dit qu'il y a 3 types de transition, ESR, E comme efficiency, donc on améliore l'efficience, par exemple, je donnerai l'exemple après. Efficiency, substitution, ou redesign, recomposition. Je prends l'exemple d'une bouteille en plastique que les intervenants n'ont pas. On pourrait donc être plus efficace en ayant une bouteille qui va mieux se recycler ou qui va durer un petit peu plus longtemps si les intervenants veulent réutiliser la bouteille qu'ils reçoivent. Ça, c'est efficiency. Substitution, on va utiliser des bouteilles en verre. Heureusement, de temps en temps, les entreprises les réutilisent. Et on va carrément changer, on va donner des gourdes ou alors on va utiliser des cruches. Là, c'est la solution parfaite. Et voilà, moi, je m'inscris autant que possible dans cette 3e possibilité de transition, le redesign. Et alors, quelle question ou réflexion, puisque tu as un parcours quand même vachement complet, tu pourrais presque remplacer les 4 intervenants et faire tout seul. Non. Mais donc, quelle question tu veux quand même leur soumettre pour parfaire ta formation? Oui, alors juste avant la petite question, je voulais faire quelques petits clins d'œil ou clins d'yeux à chacun. D'abord donc à Étienne, je suis souvent en sandales. On se moque souvent de moi parce que je suis en sandales. J'aime beaucoup les sandales, ça fait un peu comme Saint-François, même s'il ne faut pas être dessin. Et aujourd'hui, j'ai mes bottines parce que demain, je vais à la marche et je suis déjà équipé. Pour Elena, Elena nous a parlé de Église verte en France. Ça nous a beaucoup inspiré pour créer pas mal de choses au niveau des diocèses. Venez nous voir au stand. Pour Rick Tors, l'Église est fantastique. Je le crois aussi. Elle n'est pas que fantastique et il faut du courage quand on a 25 ans, je ne sais pas si je l'ai dit, pour s'engager dans l'Église. Mais voilà, je pense que l'Église, c'est chacun qui veut. Et j'ai voulu, moi, donner ce visage-là à l'Église. Et Adélaïde, moi aussi, j'ai eu ce basculement il y a une dizaine d'années. Et oui, c'est vrai qu'on commence à faire des choix petit à petit que les autres ne comprennent pas. On se fait un peu parfois lyncher.
Et alors j'aimerais dire à tous les parents et les grands-parents qui sont dans la salle, quand vos enfants ou vos petits-enfants vous disent « Ah, je vais prendre le bus, ou je vais y aller à pied, ou je vais y aller à vélo », s'il vous plaît, arrêtez d'insister pour nous conduire en voiture. J'avais des questions plus politiques, mais vous en avez déjà touché un mot. Donc je vais aller plutôt sur quelque chose qui va faire caricatural pour quelqu'un qui travaille pour un diocèse. Elena Lassida, vous avez parlé de cette conversion. Laudato Si dit « Nous avons besoin d'une conversion qui nous unisse tous parce que le défi environnemental que nous vivons et ses racines humaines nous concernent et nous touchent tous. » Et donc, je voulais demander, voilà, à vous qui fréquentez certains cercles que je ne fréquente pas, qui sont les cercles politiques et économiques, quelle est la vie spirituelle de ces personnes-là? Parce que quand on parle de conversion, on parle de vie spirituelle. Quelle est la vie spirituelle des décideurs politiques, des dirigeants d'entreprise? Et est-ce que si on parle de conversion, est-ce que c'est un levier auquel on croit, ce volet spirituel de la transition? Répondre? Oui, je vais dire quelque chose puisque tout le monde se tait et ça devient gênant. Peut-être pour partir de l'Église qui est fantastique jusqu'à la spiritualité des politiques, je trouve ça très intéressant. C'est peut-être la même chose, je ne sais pas. Mais donc, lorsque je dis par exemple l'Église est fantastique, ce n'est pas bien entendu le volet institutionnel qui frôle la perfection, c'est sûrement pas ça. Mais ce qui est important, c'est que l'Église, normalement, comme d'ailleurs le monde de la pensée en général, devrait créer beaucoup d'espace. Ça me semble être très important. Et ce n'est pas la vision qu'on a, par exemple, de l'Église. Parfois, pour pas mal de gens, l'Église reste une institution relativement conservatrice, fermée, etc. Mais elle devrait donner beaucoup d'espace, beaucoup de liberté. Elle doit être accueillante, même pour les hérétiques, les gens bizarres, etc. Et dans ce sens-là, l'Église est aussi un levier de spiritualité lorsqu'on la considère donc dans le sens large donc des gens de la communauté. Et là, je crois que justement, pour changer des choses dans la vie, avec tout d'abord ténacité, et ensuite aussi avec, conviction, il est très bien et très positif d'avoir un grand espace spirituel, un contexte dans lequel on peut voir les choses, qui aide à relativiser ce qui se passe et à ne pas perdre le courage lorsqu'il y a des moments difficiles. Et là, je vois un parallélisme énorme entre deux choses très importantes dans la vie, la spiritualité et l'humour. Ce sont deux choses qui élargissent le monde et qui donnent d'espace. Donc, lorsqu'il y a par exemple une discussion dans une réunion, lorsque deux personnes sont très opposées et ne peuvent plus sortir du tunnel, la seule solution, c'est parfois l'humour. Et ce que j'ai aussi donc rencontré dans un ouvrage d'un auteur hollandais mort et inconnu dans la salle, il a dit à un moment donné, l'humour, c'est le lieu entre ce qui peut être discuté logiquement, rationnellement d'un côté, et d'un autre côté, tout ce qui reste transcendance et insaisissable. Donc, l'humour est le dernier lieu du parler et de la discussion. Et ça, je trouve formidable. Et pour vraiment entamer une transition qui enthousiasme les gens, et pas une petite élite, mais tout le monde, la spiritualité combinée avec l'humour peut aider énormément. Pour répondre sous un angle tout à fait différent, je suis bien incapable de me prononcer sur la vie spirituelle de nos dirigeants politiques et j'ose espérer qu'elle soit extrêmement diversifiée en tout cas. Mais une chose, puisqu'on a souvent tendance à se plaindre d'eux, rendons-leur la vie plus facile. Il n'y a pas de raison de penser que ceux qui s'engagent en politique soient génétiquement sélectionnés pour être des mauvais.
Il n'y a pas de raison de penser qu'il y a un tel biais. Au contraire, on peut penser que le gars qui commence une vie en politique par des choses qui ne sont pas a priori très gratifiantes ou marrantes, il a plutôt un sens de l'intérêt général plus développé que chez l'homme et la femme en moyenne. Et donc, en fait, pour leur rendre la vie la plus facile ou moins difficile, n'ayons pas des attentes démesurées à leur égard. C'est quand même surprenant de demander à un homme politique de se prononcer sur la région des Grands Lacs, sur une question de bioéthique et ce qu'il faut faire en matière de chômage. On a des attentes qui sont démesurées par rapport à eux et aidons-les aussi à être modestes. Et je ne le connais pas personnellement, donc je vais me donner un nom. Dans la crise de la Covid, on peut penser qu'il y a même un certain nombre de choses qu'on n'a pas bien faites. Il y a un homme politique bruxellois écolo qui a laissé entendre qu'effectivement, il n'avait pas tout fait comme il fallait. Et en fait, ça ne lui a pas servi. Visiblement, médiatiquement, c'était plutôt négatif d'oser avoir reconnu qu'il s'était un peu trompé sur quelque chose ou qu'il avait fait une erreur. Je pense que si nous cultivions chez eux l'humilité au point d'oser dire ce qu'ils n'ont pas fait de bien, eh bien, les choses iraient mieux. Balayons devant notre porte. Moi, je voudrais juste donner un exemple sur la spiritualité des politiques. C'était quelque chose que moi, ça m'a beaucoup impressionné. En France, quand a été publié Laudato Si, vous vous souvenez peut-être, c'était juste quelques mois avant la COP 21. Et les premiers à avoir parlé de Laudato Si n'ont pas été les chrétiens, ont été les politiques. C'était François Hollande, qui était le président de l'époque, Ségolène Royal, qui était la ministre de l'Environnement, évidemment Nicolas Hulot, qui préparait la COP21. Et c'est eux les premiers qui ont parlé de Laudato Si. Et pour moi, ça m'interpelle en tant que chrétienne, parce que je pense, et je suis complètement d'accord avec ce que vous disiez, que je pense que nous avons à ouvrir cet espace de référence spirituelle, mais que attention avec le langage que nous utilisons, parce que notre langage parfois est un jargon tellement fermé et que même parfois nous ne comprenons pas nous-mêmes. C'est que voilà que ça ouvre pas cet espace spirituel. Et que voilà, et donc je pense oui que en fait je pense que c'est impossible d'être en politique sans savoir cette dimension spirituelle, parce que pour moi la spiritualité c'est pas la religion, la spiritualité c'est cette capacité de croire qu'il y a quelque chose de plus grand que soi, et donc quand on fait de la politique, pour moi c'est ça, c'est dire il y a un avenir différent à construire et je peux y contribuer. Et voilà, donc je pense, oui, qu'il y a une spiritualité, qu'il faut créer cet espace et qu'il faut trouver aussi le langage pour pouvoir en parler. Merci beaucoup. On va maintenant appeler Anaïs. Merci beaucoup. Anaïs est notre dernier témoin externe qui viendra interroger nos intervenants. Alors Anaïs, tu connais les questions, hein. Qui es-tu ? Bonjour à tous, donc moi c'est Anaïs et pour me présenter, je vais aussi utiliser ce mot de transition. Alors mon poste, je travaille pour l'Église catholique ici en Belgique et on est passé du titre de liaison de la pastorale des jeunes à Church for You. Alors, on a utilisé un mot anglophone qui a l'air plus général, mais pour moi, il y a un gros changement aussi dans cette mission qui reste la même. Mais voilà, je trouve que Church for You, l'Église pour toi, change la donne dans la direction de cette mission. Et mon rôle, c'est de coordonner les différentes équipes qui travaillent pour les jeunes sur le terrain au niveau francophone en Belgique. Donc, ça comprend la Wallonie et Bruxelles. Et donc, l'idée, c'est de créer des projets communs avec ces différentes équipes et du coup, d'imaginer aussi agir avec d'autres acteurs qui ont un lien avec les jeunes. Et j'accompagne ces équipes pour
pour aussi l'aspect de la formation et auprès des animateurs qui vont être plus auprès des jeunes par la suite. Et que signifie la transition pour toi, Anaïs? Alors pour moi, je vais un peu répéter ce que les autres ont dit, mais avec mes mots, je pense que c'est aussi comme ça qu'on apprend en répétant. Donc voilà, je ne me sens pas trop gênée. Pour moi, la transition, c'est bien sûr lié à cette question de l'écologie intégrale. Vraiment, c'est cette vision du rapport à soi, du rapport aux autres, du rapport au monde. Et donc, pour moi, c'est vraiment lié à cette notion de relationnalité. Peut-être un petit gros mot, un mot difficile, mais voilà, d'être en lien avec les autres et d'oser reconnaître notre humilité, qu'on ne peut pas changer les choses tout seul. Et la transition, pour moi, c'est aussi lié à ce changement de paradigme. Ce n'est pas un mot qu'on a beaucoup entendu ce matin, mais que j'ai pas mal entendu dans mes écoutes et mes lectures autour de la transition, pour éviter et arrêter ce consumérisme dans nos sociétés. Alors mon agir, il passe dans mes gestes au quotidien, manger local, prendre le vélo, mais je ne suis pas là pour parler de ça aujourd'hui, je pense. Mais plus dans mon engagement dans l'Église. Pour moi, c'est aussi une transition de montrer que, en tant que jeune, on peut aussi s'engager dans l'Église. Et Adélaïde, tu parlais de légitimité. Eh ben, merci, parce que aujourd'hui, je me rends compte aussi qu'en tant que jeune, on a cette légitimité. Et j'ai la chance d'être proche de la pédagogie, de la spiritualité de Don Bosco, qui lui un jour a dit « par les jeunes, pour les jeunes ». Alors voilà, qui m'inspire beaucoup et aussi qui m'a donné la force d'être là et engagée dans l'Église aujourd'hui. Et alors, enfin, quelles questions aurais-tu à poser à nos intervenants qui sont invités à répondre de manière brève, car malheureusement, le temps file. Mais j'aimerais vous poser la question de comment l'Église et les jeunes peuvent contribuer, selon vous, à la transition sous toutes ses formes. L'examen, quoi. Je disais, c'est un examen, en fait. D'abord les professeurs, non? Bien. Il y a le cours et puis il y a les étudiants qui répondent. En ce qui concerne l'Église, donc, ce que je constate, c'est que le pape François, par exemple, dans ses propos, parvient parfaitement à discerner et à nommer les problèmes de notre temps. On peut dire, Laudato Si, c'est un document qui correspond justement à ces désirs de transition au niveau du climat. Querida Amazonia, c'est même un texte sur l'Amazonie, mais un texte poétique avec beaucoup de poètes sud-américains que j'ignorais, donc j'apprends beaucoup dans ce texte. Et on peut dire aussi, par exemple, au niveau de la migration, le pape, lui aussi, a pris position à maintes reprises et de façon courageuse. Ce qui, pour moi, reste une faiblesse du côté de l'Église, et ça devrait être résolu à un moment donné, c'est qu'il y a un déséquilibre entre les belles paroles du pape concernant le monde externe d'un côté et la paresse intellectuelle concernant l'organisation interne de l'Église. Et là, c'est toute cette histoire aussi de cohérence des propos. On ne peut pas fuir dans un autre monde. Comme Église, on ne peut pas dire on va changer le monde séculier, le monde civil, la terre, et entre-temps, on n'aborde pas assez courageusement nos propres problèmes. Et là, c'est très important pour les jeunes. Donc, on ressent immédiatement, mais aussi les autres personnes, enfin, tout le monde est jeune dans une définition très large du concept. Mais finalement, les gens sentent immédiatement si on est sincère ou pas. Et je crois que le pape est sincère en ce qui concerne ses propos externes, mais qu'en même temps, il manque la force actuellement pour faire la même chose au sein de l'Église même.
au début de son pontificat, il avait des propos très confortants. Qui suis-je pour juger, par exemple, les homosexuels? Aujourd'hui, on voit que, par exemple, la bénédiction d'une alliance homosexuelle est perçue comme inadmissible en tant que telle conceptuellement. Ça, je trouve une faiblesse. Donc, une certaine cohérence, sans vraiment aspirer à la perfection, me semble très importante pour l'Église, aussi pour convaincre les jeunes qui, aujourd'hui, bien entendu, sont, comme les autres personnes dans notre société, sceptiques vis-à-vis de l'Église. Donc, elle doit déjà surmonter un scepticisme. Donc, voilà, la cohérence est un pont important pour tout cela. Richtorf a répondu à la partie « Qu'est-ce que l'Église peut faire ?» J'ai envie d'embrayer sur la seconde partie, sur la jeunesse. Et j'ai envie de dire à la jeunesse l'énorme pouvoir d'influence qu'elle a sur les générations qui l'ont précédée. Et si l'heure me le permet, et mon épouse, je vais même évoquer une petite anecdote en 1 minute pour l'illustrer. J'avais jamais osé franchir les portes d'un truc qui me paraissait bien bizarroïde et mystérieux et qui s'appelle une épicerie en vrac. Et il y a un beau jour, un de nos enfants qui me dit « Papa, est-ce que tu n'as pas une demi-heure pour moi ?» Oui, bien volontiers, ma grande. Suis-moi un peu, si tu veux bien. Oui, bien entendu. Et nous voilà partis à vélo. On arrive devant une épicerie en vrac. Qu'est-ce que t'aimes bien? J'aime bien les pommes. Voilà, il y a des pommes. Et qu'est-ce que t'aimes bien là? Les filles que t'aimes bien? Ah oui, ben voilà. Et des noix de cajou et des noix de cajou. Et puis tu sais, pour payer, c'est là. Oui, je crois que j'avais remarqué que c'était là, mais elle m'a quand même dit. Ah. Et puis on fait les courses, je paye, on rentre à la maison. Et puis elle se campe devant moi, me regardant vraiment avec défi, en me disant « Et alors, papa, c'était quand même pas trop compliqué, hein ?» Vous savez où je fais mes courses désormais. J'ajouterais juste un élément qui me semble aujourd'hui, qui peut être, en tout cas pour moi, je l'espère profondément, quelque chose qui, j'espère, pourra aider l'Église à rentrer elle-même aussi dans ce changement. C'est le synode auquel on est tous invités à participer. Et je pense que le pape s'inscrit beaucoup dans cette approche synodale. Et je pense qu'il faut investir tous ces espaces qui s'ouvrent et qui invitent justement à pouvoir dire ce qu'on pense, contribuer à dire comment est-ce qu'on voudrait qu'est-ce qu'on voudrait que cette Église puisse devenir. Et je pense que c'est un lieu aussi où les jeunes peuvent participer. En tout cas, je pense que là, il y a quelque chose de très concret. On est invité, on a reçu des questions. Et je pense qu'il faut saisir tous ces espaces où on peut justement rentrer dans cette démarche de participation et vous parliez de la dimension poétique du pape, je dirais, il invite en permanence à rêver. C'est un des termes qu'il utilise le plus. Querida Amazonia, c'est des rêves, toute une série de rêves qu'il partage. Et je pense qu'un problème que nous avons, c'est que il faut libérer notre capacité d'imagination et il faut oser rêver qu'on peut avoir une église différente, qu'on peut avoir un monde différent et une société différente. Pour vite réagir aussi sur la question de la jeunesse, évidemment, je pense qu'il y a la question de la légitimité. Donc, on est légitime à agir pour la simple raison que les décisions qui sont prises aujourd'hui, comme je l'ai dit, nous impactent. Les inactions aussi, quand on était jeune et quand même les inactions qui ne sont pas prises aujourd'hui, on paiera les conséquences et on commence déjà à payer les conséquences aujourd'hui. J'aimerais juste mettre en avant que cette question du dérèglement climatique n'est pas une question de combat de génération. Donc, ce n'est pas le combat de la jeunesse, ce n'est pas le combat de ma génération, c'est notre combat en tant que société. Nous devons pouvoir le faire ensemble, toutes les générations confondues, et on a besoin d'un soutien de toutes ces générations. Et je pense que ce qui est le plus beau pour
ce que je retiens de plus beau des marches pour le climat, c'est tous les soutiens qu'on a eu des grands-parents pour le climat qui ont été présents à toutes nos marches, qui nous ont toujours soutenus. Donc pour tous ces parents ou ces grands-parents qui soutiennent leurs jeunes à aller marcher ou à aller s'engager dans différents moyens, parce qu'il y a énormément de différents moyens, on a besoin de ça. Je pense que s'il n'y avait pas des parents qui m'aidaient à continuer à mon engagement, je ne serais plus là aujourd'hui. Donc je pense qu'il faut vraiment un réel soutien de la part de nos parents et de nos grands-parents. Aidez-nous aussi. Et pour les professeurs qui sont ici dans la salle, don't leave the kids alone. Soutenez-les aussi dans cette transition, soutenez-les dans les actions qu'ils veulent faire. Et il ne faut surtout pas les arrêter quand ils ont envie de se lancer dans cette initiative. Sinon, c'est beaucoup trop compliqué après pour se relever et continuer. Et donc, s'il vous plaît, rejoignez-nous aussi demain à la marche, le 10 octobre, demain, 13h, devant la gare du Nord à Bruxelles. Merci. Merci Anaïs. Merci à tous. Alors, on avait préparé quelques excellentes questions qu'on aurait bien aimé vous poser, mais malheureusement, le temps file. On va quand même vous poser une dernière question, et quand on demande d'être bref, c'est bref, mais on a beaucoup parlé de la jeunesse, etc. Alors la jeunesse, c'est un état d'esprit aussi, et puis tous les jeunes d'esprit de cette salle ont des enfants, des petits-enfants, voire même des arrière-petits-enfants, et pourront aussi leur faire passer les messages. Et on aimerait vous demander à chacun, en une phrase, ce que vous souhaitez faire passer comme message à toutes les personnes dans la salle. Ça peut être quelque chose qui vous a marqué de cette matinée, une réflexion, un message fort, ce que vous voulez. Ça peut être une blague, évidemment, Monsieur Torps, vous pouvez toujours... On insiste sur le « une phrase ». Ça sera d'autant plus percutant, on vous l'assure. On va commencer. Moi, je dirais plutôt restez jeune, alors vous saurez influencer les vieux. On va bientôt sortir de cette table, donc je dirais il est l'heure de bouger. Moi, je reprendrai le défi que vous nous avez lancé avec l'humour, de faire place à l'humour, de oser justement faire du sérieux, parler avec légèreté, parce que ça ouvre la possibilité de dire des choses, de dire l'indicible, en fait. Ouais. Appliquons ce qui a été dit ici en sortant de la salle et n'oublions pas que c'est une urgence. Alors, il est l'heure de clôturer. Merci beaucoup à Adélaïde, Elena, Rick et Étienne. On peut encore une fois les applaudir bien, bien fort. Alors, on veut également remercier Lola Magna et les techniciens, l'organisation de cette salle. Un tout grand merci à eux, là-bas derrière. Et là-bas derrière. Et sans oublier évidemment l'organisation de Rive Espérance, toutes les personnes qui se sont occupées d'organiser tout ça et de faire en sorte que vous soyez là aujourd'hui. Merci à eux. Adélaïde, où est-ce qu'elle est, Adélaïde? Voilà, j'ai trouvé une solution pour le titre du forum. Rajeunir la transition. Et merci à Alix et à Rodolphe de nous y avoir aidés. Merci à Adélaïde, merci à Antoine, merci à Anaïs. Et puis, la conclusion pour moi, c'est que finalement, grâce à vous, grâce à tout ceci, nous sommes tous des jeunes. Et nous osons y croire. Et maintenant, le rappel du programme. 14h, les ateliers reprennent. Tous les plans sont mis dans le hall d'accueil. Pour les jeunes, avec Adélaïde et aussi avec les jeunes des partis politiques, rendez-vous devant l'Aula parce qu'ils ne peuvent pas entrer, ils ne sont pas scannés. Et puis alors, à 18h,
le bouquet final qui devrait être un feu d'artifice. Soyez nombreux pour que nous puissions vivre cette réflexion autrement, même si c'était très bien et parfait, autrement qu'avec des idées de la réflexion, aussi de la poésie, de la musique, du chant. On en a déjà eu des avant-goûts. Ce sera le feu d'artifice. Et puis à 20h, le repas d'Abra Raccourcix. Ça se termine toujours comme ça. Toutes les batailles de nos Gaulois se terminaient par un banquet. Faisons de même. Et puis, Rive Espérance n'est pas terminé. Ça commence demain. Ça continue demain. 13h à la gare du... À la gare du... Bienvenue. Et un tout grand merci aussi à Gérard, notre musicien. Merci beaucoup.